toute sa vie, il a voulu être un artiste. À sa manière, il est devenu, et l'est encore, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Henri. Bienvenue dans votre vie. Ici, regardez. Hop. On va la retracer, cette vie, à travers les photos marquantes. Bah, mon oncle. Hmm. Mon oncle, il m'a donné son prénom, qui était la fierté de la famille. Il était tunisien. Il s'est engagé volontaire pendant la guerre 14, est devenu sergent. Et en 1917, a été chargé avec tout son régiment, de partir à l'assaut du fort d'Aumont. Et il est arrivé à prendre la citadelle. Et dans la citadelle, dans la forteresse, il a été tué par un Allemand. Et sa conduite a été considérée tellement courageuse qu'il a reçu la Légion d'honneur, la Croix de guerre et des funérailles nationales à Tunis et une rue à son nom. Et donc le sergent Isaac Henry Bismuth, par la suite, mon père, qu'il adorait et qui a reçu toutes ces médailles pour les garder, et son premier garçon l'a appelé Henri. Voilà. Et il n'a pas fait qu'appeler son enfant Eh ben, Henri. ça c'est mon père. Exactement. Ça c'est mon père qui lui aussi s'est engagé. Eh oui. Alors qu'il n'était pas obligé, lui, pour Pas le du coup. tout obligé, non, il s'est engagé. Vous savez, quand je lui ai posé la question, je dis, mais enfin, tu t'engages dans cette guerre terrible, tu n'es pas obligé du tout de le faire. Et il a dit, la France nous a tout donné. Et le voilà là. Et la nationalité française. Il a reçu la nationalité Et la française. nationalité française. Il a reçu la nationalité française et il est devenu fonctionnaire des postes. Voilà. Quelle relation vous aviez avec lui? Ah, il y a une relation, je respectais mon père. Il était extrêmement gentil avec moi. Il adorait ses enfants, c'est un papa gâteau. J'allais avec lui au café et il m'achetait une limonade tout le temps. Voilà. Papa gâteau, Oui. parce que le jour de votre première blessure, vous vous faites vraiment très Ah oui. mal. C'est lui qui tamponne le sang, hein, qu'il y a sur votre visage, je crois. Hein. Ça, c'est un épisode. Ouais. Alors que lui, pendant qu'il tamponne le sang, il y a elle qui est là. Elle est à la maison. Elle est à la maison et quand je reviens, j'avais 3 ans. Hein, et mon père a dit, il n'a pas pleuré. Et elle a dit, ah, il n'a pas pleuré, il n'a pas peur du sang, il sera chirurgien. Et voilà comment, à 3 ans, on m'a dit, il sera chirurgien. Je m'en souviens pas, évidemment, de cet épisode. Quoique, on l'a tellement raconté que je revois l'épisode. Mais en fait, c'est un souvenir construit. Ah, ma mère était merveilleuse. Elle était d'une volonté, d'un enthousiasme. Et elle m'a marqué toute sa vie. Vos parents, vous l'avez dit, hein, vous naissez, vous êtes l'aîné de la famille. Et on va aller vers vous. Voilà, c'est vous, là, tout petit. Alors, on va s'approcher, venez. Oui. Vous avez une particularité, vous, Henri, c'est que vous êtes très bon à l'école. Et vous faites des études, d'ailleurs, au sortir de l'école, en chimie, physique. Hein, vous allez plutôt vers les mathématiques au début. Hein. Qu'est-ce que vous faites en Tunisie, là-bas, à Tunis? Non, parce que je me destinais un peu à la médecine, et donc il fallait que j'apprenne la physique. C'était pas tellement les mathématiques, c'était la physique, chimie, c'était la biologie aussi. Et pourquoi choisir médecine? Et parce que ma mère l'avait dit. En fait, j'étais pas tout à fait sûr. Je voulais m'orienter vers les beaux-arts, mais partir à Paris faire les beaux-arts, c'est pas très bien vu dans ma famille. Donc j'ai dit, je pars faire médecine. Et en fait, quand je suis arrivé, dans le milieu de tous les étudiants qui venaient, on m'a dit, mais il faut tout de suite t'inscrire à la faculté. Je dis, non, mais j'ai le temps. Si, tout de suite. Il faut commencer à prendre des cours pour préparer les concours de médecine. Et donc, dès le premier jour, je m'inscrivais au cours et hop, voilà, je suis rentré comme ça. Et venez, on va vous suivre avec votre inscription. Ah. Parce que, voilà, c'est vous, là, aux alentours de 17-18 ans? Alors là, c'est quand j'étais étudiant de médecine, j'avais 18 ans. Oui, parce que rapidement, quand même, vous prenez le pli. Rapidement, vous comprenez que pour réussir en médecine, il faut travailler. Oui. Bachotage, ça va être votre quotidien. Vous voyez les dossiers? Oui. C'est tous les dossiers de préparation au concours. Je préparais l'externat, c'est le premier concours. J'étais en première année de médecine et déjà je préparais l'externat.
de façon très, très intense, je veux dire, parce que c'est un concours tellement de pure mémoire, et comme tous les concours de mémorisation. J'ai dit, autant en faire qu'un seul, parce que recommencer une deuxième année, c'est terrible. Donc je voulais absolument réussir la première année. Par chance, c'est arrivé. Donc, Et oui, c'est arrivé, vous êtes j'ai été nommé externe dès mon premier concours. Voilà. exactement. Puis après, vous êtes interne des hôpitaux de Paris. Voilà, Quand vous voulez vous envoyer un télégramme à votre maman, hein, je Oui. suis interne des hôpitaux de Paris. tout à fait. Ça a dû faire son effet là-bas du côté de Tunis. Vous pensez, vous pensez. Eh oui. Mais c'était le rêve de toutes les familles tunisiennes à l'époque de voir leur fils entrer en médecine. Vous savez, à l'époque, on ne connaissait pas l'ENA, on ne connaissait pas Sciences Po. Le seul objectif, c'était être médecin, pharmacien, dentiste. Mais pour être, ou avocat, pour être dentiste ou pharmacien, il fallait des fonds. Et on n'en avait pas. Donc médecin, c'était plus facile, surtout à l'hôpital. Si je restais à l'hôpital, j'avais besoin de rien du tout. J'étais médecin sans aucune dépense, voilà. Et puis à l'hôpital, vous allez vous orienter vers ça, vers la chirurgie. Ah oui. Pourquoi vous choisissez la chirurgie, Henri? D'abord parce que ma mère l'avait dit. Ça reste toujours en leitmotiv. Mais surtout parce que j'ai trouvé qu'il y avait une sanction immédiate. Voilà. C'était un traitement dont la sanction était immédiate. Et donc j'ai beaucoup aimé la chirurgie. Et Pourtant, le premier jour où vous rentrez dans un bloc, je crois que vous tournez un peu de l'œil, tout hein, à vous fait. êtes un peu... Tout à fait. Pas de chance, c'était une trépanation sur un patient qui était éveillé. Et voir la perforatrice faire un trou dans le crâne sur ce patient éveillé, j'ai tourné de l'œil. C'était pas un bon présage. Hein. Non, Euh, non, mais voilà. justement, qu'est-ce qui fait que vous revenez? Qu'est-ce qui vous plaît, là, de trifouiller dans un corps? Qu'est-ce qu'il y a de passionnant? Non, mais c'est formidable parce que vous êtes en train de réparer une maladie, je dirais instantanément. J'ai découvert la médecine comme ça, passer du livre de l'étudiant à la pratique sur le patient. C'est ça la vraie épreuve. J'ai connu des gens qui étaient excellents dans les épreuves écrites, qui réussissaient très bien leur examen de faculté, mais face aux malades, ça n'allait pas. Or, j'ai trouvé que ça, c'était la bonne épreuve. Vous savez, le but de la médecine, c'est le patient. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, on va au congrès, etc. Mais tout ça, c'est pour le patient, forcément. Voilà. Et quel patient va vous occuper la plupart de votre temps? Parce que là, maintenant, il va falloir choisir la spécialité. Et pour votre spécialité, il va y avoir une rencontre déterminante. Oui. Et la rencontre déterminante, elle est là-bas. Allez, venez avec moi. Et donc, le déclic, Ah, c'est avec lui qu'il se passe, non? eh oui. Là, écoutez, je rencontre un homme exceptionnel, un chirurgien. Et ce chirurgien, bon, évidemment, je le choisis par sa spécialité. C'était un spécialiste de la chirurgie biliaire, très, très reconnu à Paris, Professeur qui Epp. s'appelait Jacques Epp. Et bon, il y a eu peut-être un coup de foudre réciproque, il me l'a dit après. Et vous savez, il opérait et je le suivais. Et je suis resté 8 ans avec lui. Il était sur Et- une selle. Il était sur Oui, une il selle. était- Il il opérait était sur une assis. selle. Oui, c'est ça. Et moi aussi. Donc, Vous avez récupéré sa selle après plus tard. après, il m'a donné sa selle. Il m'a donné sa selle. Mais on était assis, pourquoi? Parce que, je l'ai dit une fois, je dis, la grande chirurgie, c'est comme la gastronomie. On ne goûte pas un plat en étant debout comme dans un fast-food, mais on est assis pour bien faire. Donc on était assis autour du malade, et donc je suivais tous ses gestes. Ça a été mon mentor. Vous savez, une opération, elle se passe dans la tête. Les mains suivent. Les jeunes chirurgiens qui me disent « Ah, on n'opère pas assez, etc. » Je dis « Mais c'est pas important. Les mains suivent. Regardez ce que fait le chirurgien que vous aidez et vous apprenez de cette façon la chirurgie. » Et vous allez l'observer sans vraiment parler, comme vous avez dit, pendant 8 ans. Et puis vous allez vous émanciper. Hein, vous allez devenir chef de service à l'hôpital Paul Brousse en 1970, en octobre 70. Tout à fait. Et en 1974, il y a ça dans votre vie.
En effet, ça, c'est la transplantation hépatique. Vous voyez, on m'offre un foie. Vous voyez, donc cet assistant me propose un foie, je lui tends les mains pour le recevoir, et ce foie, on va le mettre dans le ventre. On a enlevé un foie, c'est impressionnant, on voit un vide dans le ventre, un vide très grand, parce que le foie, c'est le plus gros organe de l'organisme. Et donc, on va placer ce foie, qui vient d'un autre, évidemment, on va le placer pour remplacer le foie d'un malade. C'est un peu magique, car ce foie, vous le voyez, il est de couleur un peu sombre. On va le mettre dans le ventre, on va suturer tous les vaisseaux, et à un moment, on va déclamper, c'est-à-dire on va ouvrir les vaisseaux du malade pour que le sang rentre dans le foie. Et le foie, on va le voir s'animer, se colorer par le sang du malade, et généralement, on l'aide en le caressant. Le chirurgien caresse le foie pour que le sang se répartisse bien dans l'organe, et on voit le foie reprendre vie sous votre main. C'est un geste. Tout le monde est un peu ému au début de voir l'organe prendre vie, et il a changé de propriétaire. Incroyable. Ce n'est plus le foie du malheureux donneur qui est décédé et qui a donné son organe, c'est devenu maintenant le foie d'un autre. En un sens, il vit, il continue à vivre, mais chez un autre. Voilà. Sauf que, Henri, la première fois, en 74, vous faites ça sur un malade qui est vraiment mal en point, et il ne survit que 5 jours à l'opération. C'est exact. Et puis vous le faites une deuxième fois, Voilà. il va mourir aussi. Et puis surtout, vous n'êtes pas le premier à faire ce genre d'opération en France. Non. En revanche, quelques années plus tard, Henri, il se passe ça. Nous sommes en 1980. Oui, alors là, c'est quelque chose de spécial, en effet. J'avais reçu un enfant. Il a 11 ans. Il a une maladie du foie qui fait que la bile reste dans le foie. Il est tout jaune. Et il me dit, à 11 ans, face à ses parents qui ne disent rien, et il me dit, dans mon bureau, docteur, il faut m'opérer. Et vous savez, le jour à l'école, les autres enfants se moquent de moi parce que je suis tout jaune, et la nuit, je ne dors pas parce que je me gratte. Et donc, quand je l'inscris sur la liste de transplantation, France Transplant, qui organisait les dons d'organes, me dit « Mais vous savez, il va attendre très longtemps, parce que pour trouver un foie de 10 ans, il peut attendre 6 mois, peut-être 1 an. Les donneurs d'enfants sont rares. » Et donc, quand j'ai reçu, juste après qu'on l'a inscrit en liste d'attente, j'ai reçu un foie d'adulte, et j'ai dit « Ben voilà, je vais sur ce foie d'adulte prendre la partie gauche du foie, ça s'appelle le lobe gauche, et le mettre dans Martial. » J'ai appelé ça un foie réduit, et Martial a été le premier enfant au monde à être transplanté avec ce foie réduit. La moitié des enfants mouraient en liste d'attente, parce que justement, ils attendaient un foie à leur taille. Eh bien, c'était la révolution, car en faisant ça, on pouvait utiliser n'importe quel foie d'adulte pour transplanter un enfant. Et donc, plus aucun enfant n'est mort sur la liste d'attente. Voilà. Exactement. Et vous êtes le premier au monde à faire ça. Oui. Après vous, il n'y a plus un enfant qui va mourir en liste d'attente en attendant le foie d'un autre enfant. Exact. Voilà. Et ça c'est vous ce fait... qui s'est passé. Et là, vous Et Martial est toujours vivant, 40 ans après. C'est d'ailleurs le doyen des transplantés français. Il a 2 enfants. Le plus ancien. Il est marié, il a des enfants, il vit tout à fait normalement. Et voilà, Martial est le plus ancien transplanté de foie en France. Et suite à cette opération, votre vie, elle se résume en cette image. 4 transplantations hépatiques en 3 jours. Voilà, vous partez en Paris, on voit que vous partez aussi dans les pays scandinaves, Italie. Vous avez une vie trépidante à ce moment-là. Non, c'est pas moi qui pars, c'est les greffons qui arrivent. Les greffons arrivent, nous on est à Paris. Et en fait, pourquoi avoir fait en 48 heures 4 transplantations hépatiques? Parce que c'était des hépatites fulminantes, c'est-à-dire des malades dont le foie s'arrêtait brusquement de fonctionner. Et ce que l'on sait, c'est que quand le foie s'arrête de fonctionner de façon brutale et totale, eh bien, le malade n'a que 24 à 48 heures de vie. Donc, la seule solution, c'est de les transplanter rapidement. Et avec de telles pratiques, on arrive rapidement
À ce Alors chiffre-là. voilà, alors ça c'est la première, Mmh. c'était la 150e greffe. Et vous 200e, voyez non? Martial au centre, le petit qui est au centre, c'est Martial, enfant. Il y avait déjà des petits-enfants, regardez, il y avait des enfants. On était les seuls à transplanter les enfants, donc ils étaient là, et c'était tous les transplantés. Vous voyez, il n'y a pas de médecin là, c'est la photo des transplantés, et ça date de, je crois, de 88 ou 89, cette photo. Et C'était Henri, le vrai début de la transplantation hépatique. complètement, quand on voit cette photo, qu'est-ce qu'on se dit? Ils me doivent leur vie? Oui, à l'équipe qui le prenait en charge. Parce que vous savez, à la première transplantation, j'ai dit à l'hôpital Paul Brousse, je veux réunir tous ceux qui ont participé. Eh bien, 100 personnes qui, le 7e jour, sont venues, on les a réunis. Il y avait l'administrateur de garde, le directeur d'hôpital de garde, il y avait le chauffeur qui était allé D'accord chercher Henri, le d'accord. sang. Il y Voilà. a 100 personnes. Mais alors, je vais poser ma question autrement. Quel rapport vous avez avec chaque transplanté? Écoutez, c'est Heu, je suis très content de les voir. Quelquefois, quand je les suis, je leur dis: «Bah, écoutez, revenez me voir l'année prochaine». Parce qu'au bout d'un certain temps, heu, ils me disent: «Ah bon? On n'est pas guéri?» Je dis: «Non, non, non, c'est pas pour vous c'est pour moi que je veux vous voir». Parce que, c'est un sentiment, je ressens ça comme une sorte de récompense. Enfin, tous les chirurgiens, tous les médecins, quand ils voient un patient pour lequel ils ont beaucoup contribué à la guérison, c'est une sorte de récompense morale que simplement de le revoir. Vous savez, bon, quand un malade se réveille de l'opération, généralement, il est dans la souffrance, etc. C'est les seuls malades que j'ai vus, dès qu'ils se réveillent, dès que je viens les voir, ils sont intubés, ils ne peuvent pas parler, ils ouvrent à peine les yeux et ils font ce geste de victoire, parce qu'ils se réveillent. Voilà. Ils pensaient que peut-être qu'ils ne se réveilleraient pas. Et pour eux, se réveiller, c'est d'entrer dans une nouvelle vie. Alors, il y a eu un là, d'ailleurs, euh, qui m'écrivait en me disant: c'est mon premier anniversaire, j'ai 1 an. Bon, 1 an, j'ai 2 ans. Ils reprennent vie. Certains même me disent: papa. Voilà. Et quand on fait ces photos, on est très, très heureux de voir tous ces gens-là. En fait, c'est vrai, ils allaient mourir. Et ils sont là maintenant par leur courage d'abord et par peut-être le courage de l'équipe globale de transplantation. Et heureux, eh ben, on va voir une photo où vous êtes heureux. C'est celle-ci justement. Où vous êtes avec qui là? Non, là, je suis avec un chirurgien très important. C'est le pionnier de la transplantation hépatique. C'est celui qui, en 1963, a fait la première transplantation au monde. Il s'appelle Tom Starzl. C'est à Pittsburgh, cette photo. Il m'a invité pour me donner un prix. C'est le prix Tom Starzl, qui est un gros prix international, qu'il a fondé. Et j'étais le 2e récipiendaire. Et c'est magnifique parce que je n'étais pas son élève. Complètement. Et donc, il va vous souffler que finalement cet hôpital Paul Brousse n'est pas assez grand pour votre art, il vous faudra peut-être un meilleur écrin. Et donc vous allez quitter Paul Brousse. On va voir pourquoi, mais on va pas le voir là. On va prendre l'air, Henri? Oui, Allez, venez avec moi. volontiers. Et donc Henri, votre nouveau terrain de jeu, Là, je commence celui-ci. par la photo d'en haut. Ouais. La photo d'en haut, c'est la construction du centre hépatobiliaire, c'est la maquette. Lorsque le président Mitterrand est venu poser la première pierre, en fait, et à côté, il y a l'architecte que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Claude Vasconi. Le Et centre le hépato-biliaire, centre où on ne hépatobiliaire. s'occupe que du foie, bien sûr, hein, On s'occupe du effectivement. foie et des voies biliaires, voilà. Cet organe. Et là, Alors là, c'est... avec un autre président de la République, justement. Oui, alors ça, c'est un autre président, c'est Sarkozy.
lors d'une cérémonie. Il a été invité pour une cérémonie d'anniversaire des 3000 transplantés. Mais entre ces deux photos, il y a cette lettre-là, cette lettre manuscrite. C'est vous qui l'avez écrite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour construire ce centre hépatobiliaire, à un moment donné, face à la lenteur de l'administration, face aux méandres administratifs, vous avez mis en gage votre appartement et celui de votre fille. Vous étiez prêt à donner de votre argent pour construire ce centre. Oui, écoutez, c'est vrai, c'est que pour construire ce centre, l'assistance publique, c'est un directeur général qui a une idée magnifique parce qu'il m'a dit on va vous le construire en 3 ans. Alors que d'habitude, on attend 10 ans, 15 ans pour construire. Et j'ai dit non, non, je n'attendrai pas. Mais dans ce cas-là, vous apportez la moitié du financement. J'ai accepté. Et en fait, il y a eu des donateurs administratifs, privés. Et à la fin, on était à la fin des appels d'offres. C'était terrible parce que il restait 2 semaines devant nous. Et on me dit, il manque 5 millions. Et j'ai dit à ce moment-là, écoutez, s'il le faut, je les donne. Et il m'a dit, bon, le directeur des équipements de l'époque m'a dit, mais vous les donnez, mais qui nous donne la garantie vous les donnez? Et donc j'ai dit, ben écoutez, je vous les donne et je donne en garantie mon appartement et même celui de ma fille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le contrôleur financier a accepté cette lettre et 2 semaines après, on m'a dit, le financement est complet, on construit le centre. Vous allez finir votre carrière dans ce centre hépatobiliaire. Effectivement, la retraite sonne à un moment. Et après la retraite, il y a peut-être un grand vide, j'imagine. Et heureusement qu'il y a, heureusement qu'il y a elle. Oui, heureusement qu'il y a elle, oui, c'est vrai. C'est Françoise. Que vous avez rencontrée ici. Avec qui je vis, qui est venue à l'hôpital, Paul Brousse, comme infirmière, Ouais, là. et qui est là, en train de m'assister en salle d'opération. Et elle joue un rôle très important parce que elle faisait la fonction d'instrumentiste. L'instrumentiste, c'est celle qui prépare et qui donne les instruments aux chirurgiens. Et elle joue un rôle important parce que, vous voyez, à la longue, le couple de l'instrumentiste et du chirurgien est tellement uni que moi, il me suffisait de tendre la main, concentré sur l'opération, pour recevoir l'instrument adéquat. Parce qu'elle connaissait l'intervention. Elle suivait l'intervention. Elle connaissait aussi bien l'intervention que moi. Elle me donnait le bon instrument. Je ne me demandais même pas. Et Voilà. elle a fini par vous la donner, cette main, d'ailleurs. Oui, exact. Elle a fini par me donner cette main. J'ai fini par la lui demander. Et donc, nous sommes mariés. C'est la photo du mariage. Voilà. C'est elle qui me rend heureux. Et elle est particulièrement importante parce que Françoise, elle est corse. Ah, François, c'est corse. Et c'est la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui, Henri, parce que elle est corse, elle est du sud de la Corse, mais avec elle, et voilà, là, vous avez construit un petit havre de paix, en fait. Voilà, et c'est là où nous venons passer nos vacances, dans le Cap. Cette photo est prise de la terrasse de la maison que nous avons réhabilitée, une maison de village que nous avons réhabilitée, avec la vue sur la mer, qui est en bas de chez nous, en bas de la montagne, car nous sommes dans la montagne. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette photo, mais... Eh ben vous complètement, parce que... Non, mais pourquoi j'ai pris fait, cette... Mais pourquoi je prends cette photo, Henri? C'est parce qu'on va dire, j'ai pris cette photo parce que vous êtes très actif, parce que Oui, quel âge oui. avez-vous, Henri? Oh, là, je devais avoir... vous savez, l'âge... si on me demande mon âge, je dis je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quel est mon âge, parce que l'âge véritable, on ne connaît pas vraiment. On connaît l'âge identitaire qu'on a sur la photo, sur la carte d'identité, mais c'est pas le vrai âge. Le vrai âge, c'est l'âge biologique. Et pas quand important. vous n'êtes pas en Corse, L'âge est celui qu'on a dans sa tête. Ben justement, quand vous n'êtes pas en Corse, c'est votre étape. Vous êtes ici, vous êtes partout autour du monde, où vous êtes célébré, Henri Bismuth. Vous êtes docteur honoris causa dans moult universités. Vous donnez des conférences partout. Là, à peine fini l'émission, vous allez partir encore sur Istanbul. Vous faites le tour du monde. Partout, vous êtes célébré. Donc, les photos en témoignent. On ne va pas raconter ça. Par contre, il y a cette photo qui m'intéresse. Vous êtes en train de montrer le foie.
Aujourd'hui, on ne va pas redire votre âge, vous avez consacré votre vie à cet organe, et pourtant, cet organe est encore un mystère, Henri. C'est vrai. On ne sait pas tout du foie aujourd'hui, et c'est ça qui est passionnant. C'est l'organe, ben, je dirais, à égalité. Il y a deux organes importants, c'est le cerveau et le foie. Voilà. Bon, le cœur, c'est une pompe. Je suis désolé de dire ça, mais le cœur, c'est un muscle, c'est une pompe. C'est important, hein. Chacun de ces organes est vital. Le rein, c'est un filtre à eau, le poumon, c'est un filtre à air, et le foie, c'est le laboratoire de l'organisme. Et tout ce que nous mangeons, qui passe dans le tube digestif, quand il arrive, quand les aliments digérés déjà par... mais ils n'ont pas été transformés, parce que les protéines de l'animal que l'on mange ne sont pas assimilables par notre corps. On n'a pas des protéines de bœuf. Donc c'est le foie qui va transformer ce que l'on mange en aliments nécessaires à nous. Et le foie va tout transformer et va ensuite le distribuer à tous les organes. Voilà. Et c'est son rôle. Et on ne connaît pas aujourd'hui toutes ces fonctions. On ne peut pas remplacer un foie par une machine. C'est fou, le ça. laboratoire qu'il faudrait construire, c'est quelque chose de gigantesque. Et on ne peut pas savoir tout ce qu'il fait actuellement. Du moins, on ne peut pas ni le savoir, ni le reproduire. Alors, le deuxième organe, c'est le cerveau. Mais c'est différent. Le cerveau, c'est pour la vie extérieure. Si je le compare à l'administration de notre pays, je dirais que le cerveau, c'est le président de la République, et le foie, c'est le chef du gouvernement. Voilà. Et il y a d'autres mystères. Et d'autres mystères, eh bien, on va finir avec cette image-là. C'est là, hein, c'est le livre. Si on veut connaître un petit peu tous les mystères qu'il y a autour de votre métier, il y a ce livre-là. Oui. Super livre. Et tout à l'heure, j'ai évoqué un mot, le mot retraite. Et moi, j'ai cru que vous étiez parti à la retraite quand vous avez dit au revoir à l'hôpital Hépatobiliaire. D'ailleurs, l'hôpital qui porte votre nom, d'ailleurs. Ça s'inscrit dans l'éternité. Sauf que la retraite, pour vous, expliquez-moi ce qui s'est passé en fait. Non, d'abord, je n'ai jamais dit je partais à la retraite, j'ai dit j'arrive à la retraite. Et récemment, j'ai dit j'arrête la retraite, c'est trop long. Et j'ai averti d'ailleurs à l'hôpital que j'avais... certes, je suis toujours dans la retraite, évidemment, mais j'ai dit que je l'arrêtais et que je redevenais actif dans une situation post-retraite qui n'existe pas, qui est très agréable parce qu'on peut faire encore plus tout ce qu'on veut dans un état qui n'existe pas. Et donc vous revenez, vous avez votre bureau encore Ah oui, à l'hôpital oui, où oui. vous formez encore. Oui, je formais. Peut-être qu'un jour, je ferai encore autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Eh bien, écoutez, on continuera de vous suivre. En tout D'accord. cas, quoi D'accord. qu'il en soit, merci d'être passé par chez nous pour nous voir, pour nous expliquer un petit peu cette vie Je suis prêt qui est au loin prochain- d'être finie. Je suis prêt au prochain épisode. Allez, venez, la dernière photo, c'est moi qui la prends, Henri. Allez-y. Un beau sourire. Voilà. Et écoutez, eh ben, Merci bon beaucoup. prochains épisodes à vous. Vous êtes très bons. Oh. Merci. Vous êtes tous. À bientôt, tous. Henri. Merci beaucoup. Au revoir. C'est par là.